L'Europe se souvient et commémore tout au long de la semaine le centenaire de la Grande Guerre. En France, Emmanuel Macron a commencé ce que l'Élysée appelle une itinérance mémorielle, un périple d'une semaine qui se terminera le 11 novembre sous l'Arc de Triomphe à Paris. Avec nous sur ce plateau, Pierre Bouvier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite à Paris-Nanterre, socio-anthropologue, et vous publiez un ouvrage consacré aux tirailleurs dits sénégalais. C'est aux éditions Belin. Alors déjà un mot sur cette appellation de l'Élysée, une itinérance mémorielle. Qu'est-ce que cela vous inspire ? A priori, c'est la nécessité pour le président de montrer qu'il y a eu des combats qui sont déroulés dans différents secteurs et qu'il fallait justement tenir compte de ces différents secteurs et non pas rester centré, mettons, peut-être sur Verdun ou sur certains éléments qui sont beaucoup plus connus que d'autres. Alors que là, évidemment, il a pu peut-être permettre de redonner vie à ces secteurs qui ont été peut-être parfois pas toujours bien honorés, quoi. Mais le choix des mots itinérance mémorielle, est-ce que cela vous semble judicieux, approprié ? Ben écoutez, oui, d'une certaine façon, ça correspond à peu près à ce qu'il effectue dans son périple. Et je crois que bon, on ne peut pas, disons, trouver de choses particulières à reprocher à ce terme. Alors, au deuxième jour de ce périple, Emmanuel Macron s'est recueilli à Morhange, donc une bataille méconnue, une défaite aussi. Est-ce que là aussi, c'est un signal différent, une autre façon de commémorer et de se rappeler aussi ces défaites ? Voilà, exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire, d'une certaine façon, c'est important de passer dans les endroits qui n'ont pas été tellement mis en valeur et qui, quand même, correspondent à des moments historiques importants, comme effectivement cette défaite ou comme tels événements qui se sont passés dans ces différents moments, et de faire en sorte que l'itinérance, justement, retrace un peu les différents moments de la guerre. C'est une approche différente, selon vous, en ce centenaire ? Justement, de vouloir mettre en avant ces défaites et... C'est-à-dire, oui, on pourrait se contenter en général d'aller à l'Arc de Triomphe et de déposer une gerbe sur le soldat inconnu. Mais enfin là, effectivement, il y a une démarche qui est relativement originale. Et une volonté aussi de mettre en avant la figure de héros. Ça aussi, vous la comprenez, cette démarche ? Les héros, si vous voulez, ça rejoint sur le sujet sur lequel on va intervenir, sur les tirailleurs sénégalais. C'est-à-dire que ce sont vraiment des personnes qui ont montré un courage et une détermination extrêmement importante au moment de la guerre et qui, d'une certaine façon, ont eu des comportements particulièrement intéressants. Maurice Genevoix, donc un auteur de l'époque, avait un parcours tout à fait intéressant et il était quelque part un héros, si vous voulez, dans le sens où il a rendu compte des conditions très difficiles qui ont été les siennes pendant la lutte. Alors votre ouvrage, effectivement, est sur les tirailleurs sénégalais. Demain, un hommage sera rendu à cette force venue des colonies. Est-ce que les poilus africains ont enfin la reconnaissance qu'ils méritent ? Ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup de temps, compte tenu que à partir du moment où ces États ont pris leur indépendance, c'est-à-dire les États d'Afrique de l'Ouest, à ce moment-là, le gouvernement français a considéré qu'ils n'étaient plus vraiment partie prenante de l'armée française, et donc on les a un peu oubliés, ou on a tergiversé sur les pensions à leur donner, on les a mis un peu à l'écart, alors que normalement ils auraient dû avoir ce qui leur était dû, hein, le prix du sang qu'ils ont versé pendant cette guerre. Oui, d'ailleurs, le président malien sera présent demain pour ces commémorations. La France est très présente au Mali aujourd'hui pour lutter contre le terrorisme, aussi en force de soutien pour le G5 Sahel. En fait, c'est un juste retour des choses ? Oui, c'est un juste retour des choses, et certes, à partir de maintenant, donc effectivement, on peut considérer que les tirailleurs sénégalais retrouvent une place dans l'histoire de cette guerre et dans l'histoire mondiale du XXe siècle. Alors vous nous rappelez dans cet ouvrage que c'est le lieutenant-colonel Charles Mangin qui est à l'origine de cette force noire. C'est le mot utilisé, un mot controversé. C'est controversé dans le sens où certains considéraient que le plus important, juste avant la Première Guerre mondiale, c'était de renforcer les frontières avec l'Allemagne. C'était non pas de mettre des troupes, disons, dispersées un peu dans les colonies, mais beaucoup plus de faire attention à ce que ce qui s'est passé en 1870 ne se répète pas. Alors, la force noire, c'était, donc Mangin en particulier, a pensé que, justement, il y avait un besoin d'effectifs plus important pour pouvoir contrer l'offensive éventuelle des Allemands. Et donc, il a dit qu'à son avis, on pouvait recruter 10 000 personnes par an, disons, dans les colonies, et ces personnes pouvant aider, justement, l'armée française à faire face à une population qui n'était pas aussi importante que celle des Allemands. Oui, et un enrôlement qui n'est pas toujours très enthousiaste, hein, qui se fait parfois sous la violence. Hein, là aussi, vous le rappelez. Comment ça se passait ?
C'est-à-dire l'enrôlement des jeunes recrues, il y a certains qui voulaient partir à la guerre, mais il y en a beaucoup qui ne voulaient pas. Alors certains ont été un peu attirés par le côté un peu gloriole de l'armée, mais en même temps beaucoup refusaient et préféraient se sauver, se cacher dans la brousse et, disons, faire en sorte de ne pas être engagés. Alors c'est pour ça que l'administration française s'adressait aux chefs de tribu et leur disait: vous devez à tout prix nous trouver un ou deux individus qui correspondent à ce qu'on attend. Alors vous devez le faire parce que vous êtes sous notre juridiction et on attend de vous le fait que on puisse donc remplir les rangs nécessaires, quoi. Et alors c'était difficile, hein, c'était très difficile, mais enfin peu à peu, il y a eu quand même des salaires enfin, certains avantages financiers qui ont été accordés, des pensions éventuelles, etc., donc qui ont pu attirer un certain nombre de personnes, quoi. Alors certaines personnalités ont évidemment eu des rôles très importants. On parlait de Charles Mangin, mais on pourrait aussi parler de Blaise Diagne, premier député noir élu de France. Là, lui aussi, il a eu un rôle controversé parce qu'il était là pour motiver les troupes, en fin de compte. Exactement. Donc lui, Blaise Diagne, il a fait toute une campagne au début de 1918, un peu tard, enfin, d'une certaine façon, une campagne pour recruter encore des soldats parce qu'effectivement, l'armée avait subi des pertes extrêmement importantes et il fallait surtout sur le front de l'Orient, trouver des nouveaux combattants. Donc là, si vous voulez, il a su. Alors, ce qui a été intéressant, c'est que, de cette façon, les Africains se sont dit: ah, ben ça, pour la première fois, on voit un Africain qui nous appelle à l'aide et qui, si vous voulez, a une autorité extrêmement importante à l'équivalent des Européens habituels, des Blancs habituels. Et donc ça a attiré évidemment l'attention de jeunes gens et qui se sont dit: bon, ben voilà, il y a peut-être un moment qu'il faudrait considérer, quoi. Donc il a eu un rôle très important. Et d'ailleurs, vous citez, c'est Amadou Hampâté-Bâ, ce grand écrivain qui raconte le rôle justement de voir ce député noir qui est en train de parler et les Blancs l'écoutent. Et les Blancs l'écoutent, c'est ça. Les Blancs l'écoutent alors qu'en général, c'est évidemment l'inverse. Ce sont les Noirs qui se taisent et les Blancs qui n'arrêtent pas, disons, d'intervenir et d'imposer justement des positions. Là, effectivement, Blaise Diagne a eu un rôle assez considérable dans le processus d'assimilation éventuelle d'un certain nombre d'Africains. Est-ce que ces tirailleurs sénégalais ont pu avoir des places importantes dans l'armée française ? C'est-à-dire est-ce qu'ils ont pu gravir les échelons? Pas vraiment. Ils n'ont pas eu vraiment des grades importants. Enfin, ils ont eu, si vous voulez, jusqu'aux sous-officiers, mais on ne voulait pas qu'ils commandent des troupes françaises. Mais ils ont eu, un certain nombre d'entre eux ont eu quand même des rôles conséquents, quoi. Et alors, ce qui est assez aussi frappant, c'est que vous notez la notion, alors vous nous rappelez ce racisme qui existait envers ces tirailleurs sénégalais. Mais en fait, parfois, il y a un racisme à géométrie variable, c'est-à-dire que les Allemands et les Américains sont plus racistes que les Français. Expliquez-nous. Oui, dans cette période, c'est vraiment extrêmement important, c'est que le fait que les Français, effectivement, ont engagé des troupes noires parmi leurs soldats, alors que les Allemands ne voulaient pas entendre parler, ils disaient que c'est une guerre entre Européens. Donc entre Européens, ils n'allaient pas prendre des troupes noires pour s'opposer aux Français. Et les Américains aussi avaient des troupes noires, mais si vous voulez, ils les maintenaient dans des rôles plutôt de manutention, des rôles, disons, qui n'étaient pas de premier ordre au niveau de la lutte elle-même. Alors que les tirailleurs sénégalais, en risquant leur vie... Ils étaient au premier rang. Ils étaient au premier rang, ils sont morts. Il y en a 180 000 qui ont été engagés. Il y a eu quand même plus de 30 000 décès, etc. Donc ils ont vraiment payé le prix du sang, hein. Il y a beaucoup de témoignages dans votre ouvrage donc de tirailleurs dits sénégalais, parce qu'encore une fois, ils n'étaient pas tous sénégalais. Et ça aussi, il faut le souligner. D'ailleurs, pourquoi on les appelait tirailleurs sénégalais? Parce qu'ils sont venus de là à l'origine? À l'origine, c'est ça. La première troupe, ça aurait été recrutée au Sénégal. Donc c'est pour ça, après, on a généralisé, comme c'était des gens d'Afrique, en général, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique de l'Est. Donc on a considéré qu'on pouvait tous, on n'allait pas distinguer l'Ivoirien, du Nigérien, du Soudanais, etc. Donc tous, on les appelait tirailleurs sénégalais. Mais effectivement, ça ne correspond pas à la logique effective, quoi. Alors quand ils racontent leur histoire, ils dénoncent aussi le fait qu'on leur ait appris un français petit nègre. C'était pour les cantonner dans un certain
Niveau social, c'était voulu ça, de leur apprendre un français qui était approximatif, parce qu'ils se rendent compte. Oui, c'était partiellement voulu, c'est-à-dire qu'une certaine façon, c'était le problème de pouvoir communiquer avec eux, donc que l'état-major et les officiers voulaient pour communiquer avec leurs hommes, et en même temps, ils ne se fatiguaient pas suffisamment pour faire des cours d'alphabétisation ou pour leur donner les moyens de développer leur connaissance du français. Alors dans ce monde d'hommes, il y a quelques femmes, et des femmes africaines, mais aussi une femme française, Lucie Cousturier. Elle a joué un rôle important. Pourquoi c'était justement important qu'elle soit dans votre livre? Parce que, si vous voulez, elle a été une personne qui s'est dit, ces Africains, on va leur donner des éléments de culture, etc., qui leur permettront éventuellement de trouver un emploi, de s'insérer dans la société. S'ils restaient en France, même s'ils retournent chez eux, ils auront des capacités de bien parler le français et de pouvoir, disons, trouver une place dans la société au niveau des différents emplois qui nécessitent la connaissance de la langue. C'était compliqué pour eux quand ils ont été démobilisés. Là aussi, vous nous le racontez. Il fallait retourner au pays avec parfois des différences énormes, abyssales même, avec ceux qui étaient restés. Est-ce que c'était une chance pour eux quand même d'avoir été dans l'armée française ou pas du tout? Disons, d'une certaine façon, ils sont partis certains pendant 4 ans. Donc quand ils sont revenus au pays, les choses avaient beaucoup changé. Donc c'était difficile pour eux de se réinsérer, sauf à se réinsérer comme cultivateurs, puisqu'au départ, ils étaient des cultivateurs. Donc redevenir cultivateurs, ce n'était pas forcément leur premier choix. Alors il y a eu différentes possibilités. Ils pouvaient devenir des gardes-cercle, c'est-à-dire des adjoints de la gendarmerie dans différentes régions de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Est. Ils pouvaient devenir des interprètes en même temps. Donc interprètes, c'était bien, c'est-à-dire ceux qui auprès des entreprises françaises avaient besoin de personnes pouvant communiquer avec leurs salariés. Et ça pouvait être aussi même des ethnologues, aidant des ethnologues à mieux percevoir les spécificités spécifiques de telle ou telle population. Et en plus, ils se sont rendus compte de la France, des Français. Enfin, il y a un changement de point de vue. Et ça va conduire aux indépendances, parce que d'un coup, ils se disent... oui, c'est ça. D'une certaine façon, ils ont vu le niveau de vie, ils ont vu les éléments de liberté, de droit de la parole. Et donc, ça va les amener de plus en plus à se dire, mais nous, on ne peut plus être des sujets comme on l'était précédemment. Il faut qu'on devienne des citoyens, ou bien il faut qu'on devienne citoyens de notre propre pays. C'est-à-dire que dans les indépendances, on sera vraiment citoyen de notre propre pays et on sera donc capable de gérer notre devenir. Oui, il y a des grandes figures comme Léopold Sédar Senghor, Frantz Fanon. Eux, ils ont vraiment pesé dans ce combat-là. Exactement. Senghor en particulier, donc, qui a été après président au Sénégal et qui a d'une certaine façon a contribué à mettre en valeur les capacités africaines face au monde moderne. Et comment on pourrait leur rendre encore un peu plus d'hommage à ces poilus africains? Écoutez, je ne sais pas, il faudrait faire peut-être... Il n'y a pas vraiment un musée ou un lieu qui rende compte vraiment de leur spécificité, de leur culture, de leur trajectoire. Ça serait peut-être un point important à mettre en place, quoi. Merci Pierre Bouvier d'avoir été notre grand témoin. Et on peut vraiment lire La longue marche des tirailleurs sénégalais de la Grande Guerre aux indépendances, paru aux éditions Belin. Merci d'avoir été avec nous.